Alors, déjà, je me présente succinctement. Je m'appelle Grégoire Lecoq, je suis donc effectivement le président de cette association Réunion Audition Citoyenne. Ça fait 3 ans que je suis dans la politique maintenant, donc je commence à connaître les rouages. Donc c'est pas toujours évident pour des jeunes qui se lancent comme ça en politique. Sachant que moi, donc j'ai pas 20 ans, j'en ai 44, donc ça fait que je suis rentré tard en politique. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu le lot de désespoir et le aussi d'espoir, puisqu'en fait, on est tous un peuple qui bouge au gré des vagues, des soubresauts aussi de la politique, et nous en récoltons soit les fruits pourris. Voilà. Donc voilà qui parle. C'est un jeune qui fait donc son petit lot d'aventure, qui a créé une primaire des Français et des Français en 2022, donc du temps de l'élection présidentielle. On a eu 2e fois Macron. J'avais lancé quelques candidats qui étaient sans le sou dans cette présidentielle, et en fait c'était ce qu'il fallait faire. On a été bloqué pour ça, mais il fallait le faire. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a réussi à faire l'impossible de ce point de vue-là. Alors, on va parler de ce sujet, donc de reconstituer le peuple souverain. Et comme je suis un peu plus jeune que la plupart des anciens qui sont dans cette salle, eh bien forcément je me suis adressé à ChatGPT. Parce que ChatGPT, s'il est bien prompté, eh bien il va donner justement la solution sur un plateau. Alors, sa solution ne m'intéresse pas. Je vais vous le dire clairement, c'est pas la solution que je lis sur mon bout de papier qui est là. C'est comment faire en sorte qu'on maîtrise cet outil d'intelligence artificielle qui de toute façon nous surpassera dans quelques années. Et encore, le mot est faible, puisqu'en fait derrière, on a quelqu'un qui en fait... on va dire, c'est cette mentalité intelligence artificielle qui en fait n'est pas une personne, mais qui serait tentée d'en devenir une. Et si c'est le cas, elle pourrait nous surplanter, elle pourrait nous remplacer, elle pourrait nous nuire. Et donc il y a 2 types d'écoles dans l'intelligence artificielle. Il y a l'école d'Elon Musk, qui en fait veut sauvegarder l'humanité, donc veut éviter que l'humanité se perde. Voilà, donc ça c'est la première école. Et la 2e école, c'est l'école de Zuckerberg, qui dit on va aller jusqu'au bout de ce qui est possible avec l'IA. Et en fait, c'est justement le gros problème, c'est que quand on a des gens qui sont sans limite et qui ont énormément d'argent, et bien en fait, ils vont parvenir à leur fin. Et il est bien possible que la 2e école l'emporte sur l'autre, puisque d'un côté, on a l'altruisme, et de l'autre côté, on a l'égotisme, on a l'égoïsme. Voilà, donc je vais vous parler un peu de ce qu'a sorti l'IA. Donc il m'en a sorti 4 pages, donc je ne vais pas tout les lire, mais ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on a bien programmé cette intelligence artificielle, il nous donne exactement ce qu'on veut. Donc dans la philosophie politique classique, il nous a sorti 3 personnes en particulier. Il nous a sorti Jean-Jacques Rousseau, du contrat social au principe du droit politique, 1762. Il nous a sorti John Locke, donc second traité du gouvernement civil, 1689, et il nous a sorti Montesquieu, de l'esprit des lois, en 1748. Alors, ces 3 auteurs ont travaillé la souveraineté, le concept de souveraineté populaire. Ensuite, il y a les révolutions et droits de l'homme. Donc, on a un super texte qui est sorti en 1789, que vous connaissez tous, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il nous a sorti également Thomas Paine, The Right of Man, en 1791. Donc je ne vous explique pas tout, parce que sinon je vais mettre trop de temps à expliquer tout ça, alors que ce n'est pas nécessaire. Il nous a sorti également, au niveau philosophie contemporaine et critique, il nous a sorti 4 auteurs. Donc Carl Schmitt, La dictature et théologie politique, en 1921. Il nous a sorti Claude Lefort, L'invention démocratique, en 1981. Hannah Arendt, que vous connaissez, Une révolution, en 1963, et Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée, en 2000, donc j'ai eu l'occasion de l'entendre sur Facebook. Enfin, pour terminer, donc littérature utopique et dystopique, il nous a sorti Étienne de la Boétie,
donc discours de la stéréotype volontaire, 1576, George Orwell, 1984, donc c'est une réflexion dystopique, et Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, 1932. Donc en fait, vous voyez bien que c'est parfaitement d'actualité. Quand on parle de monde orwellien ou huxleyien, en fait, c'est exactement ces élites, voilà, elles essaient de nous emmener dans ce terrain-là et on doit faire très attention au niveau sécuritaire, au niveau surveillance, au niveau subversion des peuples. Alors au niveau des textes récents, il nous a sorti Chantal Mouffe pour un populisme de gauche 2018 et il nous a sorti David Van Reybrouck contre les élections en 2014. Donc là, ce sont des penseurs qui ont écrit des livres récemment. Et ça permet justement de recontextualiser que voilà, même si nous en parlons aujourd'hui, bah, il y a d'autres personnes qui, avant nous, avaient fait ce travail nécessaire sur cette thématique-là en particulier. Alors maintenant, je vais présenter donc la formule suivante, c'est que j'ai posé la question très précisément à ChatGPT. Je lui ai dit, maintenant tu me fais une analyse sémantique de ce qu'a proposé André Bellon pour aujourd'hui. Donc reconstituer le peuple souverain. Alors qu'est-ce que tu en penses, ChatGPT? Alors reconstituer, le préfixe heureux suggère une action répétitive ou corrective. Ici, il indique que le peuple souverain existait auparavant dans une certaine forme, mais qu'il a été dissous, fragmenté ou dégradé. Constituer évoque l'idée de mise en place, d'organisation ou d'assemblage d'une entité cohérente. Et enfin, reconstituer porte une charge réparatrice, signifiant la restauration ou la recréation de quelque chose qui aurait été perdu ou déformé. Le peuple désigne une collectivité humaine, souvent en lien avec des notions politiques ou culturelles. Selon les contextes, ce terme peut avoir des connotations inclusives, toute la population, ou exclusives, certains groupes sociaux ou nationaux. Le peuple, dans son acception souveraine, dépasse l'individu, il est une entité collective, un tout indivisible. Et enfin, souverain, étymologiquement, souverain provient du latin superannus, qui désigne ce qui est au-dessus. Dans un contexte politique, cela signifie détenir une autorité suprême. L'expression peuple souverain ancre l'idée de l'autorité ultime dans une démocratie appartient au peuple par opposition à un monarque, une oligarchie ou une entité étrangère. Et on va bien insister justement sur entité étrangère. Alors l'ensemble, reconstituer le peuple souverain, la phrase dans son agencement pose l'idée que le peuple n'est plus souverain ou a perdu sa capacité d'agir comme tel. Un processus est nécessaire pour recréer ou rétablir cette souveraineté. Cela implique, et là j'ai souligné, alors c'est moi qui l'ai souligné, cela implique une action collective, politique et sociale, ce que nous faisons aujourd'hui. Analyse contextuelle. Alors, historique, et puis bon, c'est pas très loin. Révolution française, la notion de peuple souverain a émergé avec force en 1789. La Révolution a visé à remplacer une souveraineté monarchique par celle du peuple instituée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Crise de la souveraineté. Dans l'histoire, la souveraineté populaire a souvent été érodée par des régimes autoritaires, des élites déconnectées ou des institutions supranationales. Et là, il écrit vraiment noir sur blanc, comme l'Union européenne critiquée pour son déficit démocratique. Donc même lui, il le met texto. Philosophie politique contemporaine. Le peuple souverain peut sembler décomposé dans des démocraties modernes où la représentation politique crée une distance entre les gouvernants et les gouvernés. Donc voilà, on est en plein dedans. Des penseurs comme Claude Lefort ou Pierre Rosanvallon ont exploré l'idée que le peuple souverain est devenu une entité abstraite, éclatée par des fractures sociales, entre parenthèses, inégalité, individualisme et polarisation. Le contexte contemporain, donc là il y a trois choses: fragmentation sociale, crise démocratique et souveraineté technologique, puisqu'en fait on est aussi dans un renouveau perpétuel de la technologie, donc la technologie toujours plus au service des hommes. Et donc, tant qu'on garde la laisse sur l'intelligence artificielle, ben, en fait, elle ne nous mangera pas. Voilà. Dimension implicite, politique appel à l'action. La phrase peut être lue comme un appel à la mobilisation. De reconstituer le peuple souverain nécessiterait de recréer un espace de délibération collective où chaque individu peut participer activement à la définition des lois et à des décisions politiques. Et il n'a pas oublié le spirituel et culturel. La souveraineté populaire implique aussi une identité collective. La reconstitution pourrait passer par une redéfinition de ce qu'est le peuple en termes culturels, moraux et spirituels.
Voilà, et éthique et utopique, reconstituer le peuple souverain, porte une charge utopique. Elle imagine un idéal où le peuple serait pleinement acteur de son destin, sans manipulation, sans oppression ou division. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais parler sur mon texte à moi que j'ai rédigé de ma main. Voilà, parce que vous êtes là pour ça, vous êtes là pour écouter ce que j'ai à dire. Alors, donc j'ai reconstitué le texte souverain, et en fait je suis reparti donc, de tout ce qui a été effectivement dit précédemment entre nous. Faire pays unifié, dans le sens où son peuple serait souverain, signifie que ce pays partagerait les mêmes valeurs, les mêmes sentiments nationaux, la même culture que ses ressortissants, et que ses ressortissants seraient d'accord de vivre selon des règles édictées par eux-mêmes, par l'expression des forces vives de la nation. Alors cette première valeur forte, alors on l'a déjà entendu tout à l'heure, c'est sa constitution. Alors, dans le mot reconstituer, la mot constitution. Donc il faut pas être, on va dire, faut pas chercher midi à 14h. En effet, cette feuille de papier, comme celle que nous avions écrite donc pour la 5e République, une fois encore, donc la 5e, établit les grandes orientations en matière de stabilité d'un pays. Si la Constitution n'est plus lue à l'école, c'est un problème. Si la Constitution est dévoyée par ses élites, c'est un problème. Si la Constitution est diluée dans un océan de mots, c'est un problème. Si la Constitution est blâmée pour des intérêts corporatistes et modifiée pour qu'elle soit à leur image, c'est un problème. Si la Constitution est bordée de règles qui n'interviennent pas dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est un problème. Enfin, si la Constitution est culbutée par des intérêts supranationaux, c'est encore un problème. Alors la solution maintenant, puisque là je vous ai tout sorti, la solution toute simple, c'est de l'immortaliser comme une plaque de marbre. Alors, qu'elle soit notre référence à tous. Alors, très peu de mots en l'occurrence, dont l'essence est extraite du collectif, donc c'est pour ça qu'on se réunit, c'est pour justement pouvoir l'écrire. Concerne l'unité de la nation, donc entre parenthèses, une langue, un hymne et des valeurs. Qu'elle soit lue à l'école, c'est un impératif. Qu'elle reste et demeure immuable, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Et qu'elle nous survive à tous, c'est-à-dire que même si nous morts, ben en fait, elle doit nous survivre. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait créer justement cette constitution qui justement ancrerait le pays dans son immortalité. Alors ce que nous voulons en réalité, si j'extrapole les données dont nous disposons aujourd'hui, c'est réaliser ce projet un peu utopique de faire démocratie ensemble, tout en la vivant à la base, où les citoyens décident de tout. Alors il faudrait une puissante action collective, politique et sociale, traduisant l'effort consenti de toute la population de faire corps législatif. C'est dans tout cas les besoins de la France, chose que nous avons parfaitement identifiée aujourd'hui. La deuxième valeur forte, c'est son hymne. Parce qu'en fait, quand on entend la Marseillaise, qu'est-ce qu'on entend? On entend le passé glorieux de la France. On entend les soldats qui, en fait, avec le drapeau ensanglanté, voilà, c'est ça qu'on entend. Alors, la France, pays du peuple libre, c'est sa définition même, et sans doute le pays le mieux placé pour terminer ce qu'elle a commencé en 1789, c'est-à-dire son émancipation vis-à-vis de ses maîtres qui la dirigent. Voilà, elle a initié ce travail, puis a repris ses travaux en 1830, lors de la monarchie du Juillet, puis les guerres la blessant profondément, elle s'est reconstruite avec des hommes forts tels que le général de Gaulle, qui lui, ce qu'il avait fait en son temps, il avait instauré le référendum, dans la 5e République, où le peuple, en de rares occasions, a pu décider de son sort national. La France doit maintenant achever sa révolution démocratique et devenir, comme les paroles de la Marseillaise vous suggéraient, être un guide dans la matière pour le monde entier. Donc je vous cite un couplet qui n'existe plus dans ce que vous écoutez, donc quand il y a les grandes parades militaires, on n'entend plus ce couplet parce que c'était le 11e ou 12e couplet, donc ils se sont arrêtés au 7e. La France que l'Europe admire a reconquis la liberté et chaque citoyen respire sous les lois de l'égalité. Un jour, son image chérie s'étendra sur tout l'univers. Peuple, vous briserez vos fers et vous aurez une patrie. Voilà. C'était dans la Marseillaise. Donc il y avait 14 couplets et c'était je pense que c'était le 11e. La troisième valeur forte, et je terminerai sur ça, nous sommes à présent certains qu'il nous échappe quelque chose en matière de prise de décision. Ce n'était pas très évident du temps de Gaulle, Pompidou ou même Chirac. Cette chose manquante, c'est le processus d'élaboration des lois.
Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale, vous savez que c'est un processus long, compliqué, onéreux et clivant. L'Assemblée nationale a beaucoup de torts. Elle fait mine de gérer les affaires législatives, mais elle s'embourbe dans ses propres contradictions. Voilà, j'en citais 3. La première contradiction, c'est les navettes au Sénat, donc ça veut dire qu'en fait, elle perd son temps. Ensuite, son immobilisme partisan, c'est-à-dire qu'avec les partis politiques, en fait, ils restent sur leur position, ils restent butés, et puis en fait, il n'y a pas de consensus qui sont traités. Normalement, le parlementarisme, on en avait parlé tout à l'heure, voilà, ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait nous faire peur, justement, au contraire. Il faut que les gens s'entendent entre eux. Et puis, la troisième chose, c'est les innombrables amendements déposés. C'est-à-dire qu'en fait, les amendements sont là pour obstruer le chemin de la démocratie, puisqu'en fait, les gens ne veulent pas de concession. Donc, comme il n'y a pas de concession, ils rajoutent le nombre d'amendements pour faire traîner les choses et pour que le texte soit jamais... le texte original, la pureté du texte original ne soit jamais voté. Alors, on ne peut pas toujours tout changer. Ça c'est une évidence. Donc moi ce que je voyais, c'est que l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, il s'agit alors d'une institution qui est admirée de tous et respectée de tous. Il doit en être ainsi dans le futur, et donc elle fait partie du passé, du présent, et il est à présent important d'écrire son futur. Alors moi ce que j'y vois, c'est qu'on ne peut pas tout... Pour moi, la constante, c'est l'institution Assemblée nationale. C'est les murs, c'est justement ce qui a été créé dans le passé et que nous sommes amenés aussi, on va dire, à alimenter, que ce soit les hommes qui vont et viennent dans cette noble institution. Et moi, ce que je voyais, c'était la possibilité pour, on va dire, pour avoir les variables, c'est la façon d'interagir en tant que peuple pour la législation de nouvelles lois. Si la façon de faire, on va dire, a été un terrain d'essai sur la monarchie constitutionnelle, sur les 5 républiques et aussi sur l'Empire, donc il est nécessaire de construire du neuf, tout en gardant la symbolique et la portée de ces institutions. Alors moi ce que je vois, c'est là où je vous propose ma solution, c'est qu'en fait on a besoin de créer de multiples assemblées citoyennes, donc de très nombreuses assemblées citoyennes, qu'elles soient décisionnelles et populaires. Alors elles pourront s'occuper des affaires locales, parce que ces ressortissants en seront naturellement nantis et compétents. C'est-à-dire que quand on crée une assemblée locale, effectivement, on est naturellement compétent pour s'occuper des affaires de la mairie, on est naturellement compétent pour s'occuper de telle ou telle chose. Voilà, donc ça c'est moi ce que je vois. Elles pourront s'occuper des affaires locales, et au niveau des affaires nationales, c'est beaucoup plus consensuel. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent décider du local, mais par contre, elles peuvent dire leur avis sur le niveau national et international. Voilà, ça c'était vraiment, et là je pense que mon temps est terminé, c'est ça, voilà. Donc je vais laisser la parole, j'aurais bien aimé terminer mon texte, mais c'est ainsi. Ça viendra dans les questions. Et ça viendra dans les questions sans doute. Allez, je laisse la parole.